Sur tous les circuits du monde, des armées de fanatiques se réunissent autour d'un drapeau rouge orné d'un petit cheval noir cabré sur un fond jaune. Ce sont les tifosi, mais ils ne sont pas seulement italiens. À chaque Grand Prix, c'est la même frénésie, la même ferveur, la même passion. Un nom, un seul, est capable d'exalter ses foules à ce point. Celui de l'homme qui, à travers son écurie et ses voitures, est devenu le symbole et l'incarnation du sport automobile, Ferrari. Le paradis terrestre du sport automobile existe. Il est situé en Italie, mais loin des métropoles industrielles du Piémont et de la Lombardie, au cœur de la rurale province de Romagne-Émilie entre Bologne et Modène. Il se nomme Maranello. À partir des années 50, ce gros bourg sans attrait est devenu un sanctuaire pour les passionnés du sport automobile. En effet, c'est ici qu'est né, a bâti son œuvre et a édifié sa légende, celui qui est devenu le plus illustre des Italiens, le pape de la course. Ce patriarche, couvert de gloire et de respect, a exclusivement voué sa longue vie à sa passion pour les voitures de course, qui l'a animé jusqu'à son dernier souffle. Personnage aussi charismatique qu'énigmatique, Ferrari avait des manières de hautain seigneur, mais un caractère de paysan madré, viscéralement attaché à son terroir. Le sang et l'esprit des gens d'ici s'unissent pour créer un type d'homme obstiné, compétent et ardent, réunissant les qualités qu'il faut pour construire des bolides. Je crois que je n'aurais pas atteint les mêmes résultats ailleurs, a-t-il écrit dans ses mémoires. L'histoire d'Enzo Ferrari et de son entreprise est donc d'abord une histoire de racines, qui l'a poussé à revenir sur sa terre natale pour y installer son écurie, puis sa marque. Mais ce fut aussi l'histoire d'une révolte, après de nombreuses années passées à Milan au service d'Alfa Romeo, où il avait réussi à accomplir sa vocation d'enfant. E ricordo che nel 1912 vidi una fotografia sulla stampa illustrata che si pubblicava allora a Torino di Raffaele Di Palma e mi sembra avesse vinto in quell'epoca la 500 miglia di Indianapolis. Mi dissi, questo è un italiano, perché un giorno non potrei anch'io essere un pilota d'automobili? E tutti gli atti sono stati una conseguenza di questo sogno dell'adolescenza. Né en 1898, d'origine modeste, étudiant peu brillant, Enzo Ferrari a consacré très tôt toute son énergie à la course et d'abord en devenant au début des années 20 l'un des pilotes de la prestigieuse écurie Alfa Romeo. Il se constitue ainsi un palmarès honorable, mais il constate petit à petit qu'il est plus doué et prend plus de plaisir à diriger les hommes et les équipes qu'à conduire les voitures. Être pilote ne me suffisait pas, raconte-t-il. J'ai bientôt éprouvé l'impérieux désir de faire quelque chose pour l'automobile, cette créature que j'aimais par-dessus tout. Abandonnant le pilotage, il va trouver sa voie en devenant l'animateur de l'écurie milanaise dont il a réussi à faire transférer les ateliers à Modène. Io non ho avuto la possibilità di studiare, mi sono fermato a quella che una volta era la terza tecnica, che oggi equivale alla terza dell'obbligo. Però nella vita mi sono sempre contornato di persone molto colte, capaci e soprattutto pervase dal desiderio di avere successo. À plus de 50 ans, Ferrari sera nommé ingénieur honoris causa pour le récompenser de ses victoires. Mais il répétait à l'envi qu'il ne se considérait pas comme tel. « Je suis seulement un agitateur », se plaisait-il à dire pour décrire son rôle et son action. À partir de la fin des années 20, donc, il fonde la Scuderia Ferrari, qui a pour mission exclusive de faire courir les Alfa Romeo officiels. Et sur leur flanc, le glorieux trèfle à 4 feuilles va petit à petit céder la place au Cavallino Rampante, qui deviendra plus tard plus fameux encore.
Il s'agissait de l'emblème d'un héros de la chasse italienne que sa veuve, un jour de victoire, avait offert à Ferrari de faire sien. Très sentimental, c'est encore un trait paradoxal de son caractère pourtant très dur, il avait pieusement accepté cet hommage et l'honorera fidèlement jusqu'au bout. Dans la seconde moitié des années 30, cependant, face à l'armada allemande qui rafle tout, les victoires se font rares et les rapports se détériorent entre Alfa et Ferrari. Celui-ci est contraint de revenir à Milan, où il se retrouve sous la tutelle d'un directeur général pour qui une voiture de course devait être le produit rigoureusement planifié de tous les services de l'usine, alors que Ferrari, qui ne croyait qu'au pilotage à vue, considérait qu'elle devait être l'œuvre d'une équipe autonome, apte à traduire sans délai les idées des ingénieurs. Ce conflit finira, à la veille de la guerre, par provoquer la rupture qui laissera Ferrari amer et assoiffé de revanche. Après la guerre, Alfa a repris ses billes, ou plus exactement ses Alfetta, qui, selon Ferrari, ont été conçues chez lui. Une version qui sera vigoureusement contestée, sans doute non sans raison d'ailleurs, car elle semble avoir été davantage le produit de la frustration de Ferrari que celui de ses techniciens. Quoi qu'il en soit, ces Alfetta 1500 à compresseur se révèlent irrésistibles et s'adjugent sans coup férir le premier championnat du monde de Formule 1 disputé en 1950 qui consacre Nino Farina. De son côté, Ferrari s'engage désormais sous son nom et choisit une solution technique différente avec un moteur non suralimenté de plus grosse cylindrée. Ascari termine 5e, le premier championnat de l'histoire de la Scuderia Ferrari. En 1951, les Alfa dominent encore, mais les Ferrari deviennent dangereuses et González s'empare de la pole position à Silverstone. Una corsa muy difícil, porque para mí es la primera vez que voy a correr en este difícil circuito. Le 14 juillet 1951, Ferrari va prouver, comme il l'avait rêvé, que sa notoriété acquise chez Alfa était méritée, car son pilote, Froilán González, va battre Fangio et donner sa première victoire au néo-constructeur de Modène. En savourant sa revanche, Ferrari déclarera « J'ai pleuré de joie, mais de peine aussi, car j'avais tué ma mère ». Autodidacte de génie, décidément, notre héros faisait aussi de la psychanalyse sans le savoir. Dès lors, le mythe Ferrari est en marche. C'est le début d'une aventure sans précédent et sans équivalent dans les annales de la course, qui sera alimentée par une présence pratiquement ininterrompue en F1 jusqu'au décès d'Enzo Ferrari lors de l'été 88, soit durant près de 4 décennies. Animé par une éblouissante constellation de grands champions, ponctué par 9 titres mondiaux enlevés par ses pilotes, 8 acquis par son écurie, 103 victoires et 110 pole positions entre 51 et 90. Après Ascari en 52-53 et Fangio en 56, Hawthorne sera couronné en 58. Un succès qui sera assombri par l'une des nombreuses tragédies qui marquèrent la vie de Ferrari, l'accident fatal de Peter Collins, sur qui, ayant eu la douleur de perdre son fils Dino, il avait reporté ses sentiments paternels. Phil Hill, en 61, fut le premier Américain titré en F1. Surtees, en 64, sera le premier champion du monde de moto à devenir champion du monde sur 4 roues. Mais, commencés sous forme d'idylle, ses rapports avec Ferrari se dégraderont au fil des ans et des manœuvres de coulisses, jusqu'à ce qu'il quitte la Scuderia avec éclat au beau milieu de la saison 67. Du reste, entre 65 et 74, les Rouges, malgré le concours de pilotes incontestablement talentueux qui conduisirent des voitures parfois brillantes, ne remporteront plus aucun titre. C'était l'apogée du V8 Ford Cosworth qui équipait les écuries anglaises et Ferrari succombait sous le nombre. Tout autre que lui aurait pu se sentir découragé par une aussi longue période d'insuccès, mais il réagira tout autrement, en tirant la leçon de ses échecs. Remettant en question sa conception de la course, il va renoncer aux épreuves d'endurance auxquelles il tenait pourtant beaucoup et regrouper toutes ses forces dans une équipe de Formule 1 mieux structurée. Pour mener à bien cette opération de renouveau, Ferrari se montrera particulièrement avisé en choisissant Niki Lauda. Sous son impulsion, la Scuderia va connaître dans les années 74-77 un véritable âge d'or. En 4 saisons, 2 titres pilotes, 3 couronnes constructeurs vont sanctionner une incontestable supériorité technique qui ne sera interrompue en 78 que par la maîtrise de l'effet de sol par Lotus.
Le temps de remettre ses voitures à niveau en matière d'aérodynamique et en 1979, la Scuderia va de nouveau réussir le doublé au championnat constructeurs et pilotes. Cette fois, c'est au tour du Sud-Africain Jody Scheckter d'être couronné. Or, la suprématie de Ferrari est telle que seul le propre coéquipier de Scheckter, Gilles Villeneuve, représentait pour lui une réelle menace. Mais le fougueux québécois se montra d'une loyauté absolue envers son leader désigné, renonçant à lui disputer le titre et se contentant de l'aider à se l'assurer en le protégeant contre les efforts de ses plus dangereux rivaux. Malheureusement, ce bel esprit d'équipe volera en éclats avec l'arrivée de Pironi qui, après l'accident fatal de Villeneuve, perdra le titre 82 virtuellement acquis à la suite de son accident de Hockenheim. Comme Lauda 6 ans plus tôt au Nürburgring, décidément, le Grand Prix d'Allemagne aura coûté cher à la Scuderia et à ses pilotes. Avec Tambay et Arnoux, la Scuderia remportera 4 victoires et le titre constructeur en 83. Ferrari, en engageant Alboreto l'année suivante, surmontera sa réticence à faire courir un Italien pour tenter de regagner le titre pilote. Mais en vain, en 85, McLaren et Prost mirent encore les rouges en échec. Leur prestige restait pourtant intact. Amare l'automobile era la prima qualità, la prima dote che io dovevo scoprire nel mio interlocutore prima di assumerlo. A me era stato un compito quello di agitare dei problemi e di provocare delle riunioni e assistendo ai contrastanti pareri dei miei collaboratori col modesto potere di sintesi di cui ho sempre disposto a prendere delle decisioni. Agitateur sans doute, mais dictateur sûrement. Ferrari s'est toujours refusé à partager le pouvoir, ce qui provoqua d'ailleurs parfois des révoltes. La plus fameuse fut celle qui, à la fin de la saison 61, pourtant marquée par le succès absolu de ses pilotes et de ses voitures, s'acheva par la démission collective de tous les principaux responsables de la Scuderia. Eravamo 8 direttori. Ferrari, non so per quale ragione, insomma, voleva licenziare 3 di queste persone. E sa com'è? Si cominciò a discutere, si cominciò a parlare, lui disse che non ci si doveva interessare di queste cose. A un certo momento, lei sa che quando si comincia a litigare con una persona, poi è difficile sapere i limiti. E in questo caso, infatti, lui perseguì lo scopo, volle licenziare queste persone e noi, i tre tecnici, io, Bizzarrini e Galassi, dovemmo a un certo punto prendere una posizione. Prendemmo la posizione di rigidità, dicendo che se lui licenziava gli altri, anche noi ce ne saremmo andati. E infatti fu così, perché lui non tornò indietro. Oserei dire oggi sembra un'ingenuità, sembra una ragazzata, però è accaduto così. Ayant ainsi prouvé sa force de caractère, Ferrari montrera alors sa clairvoyance en nommant à la place de Chiti, au poste d'ingénieur en chef, un jeune inconnu qui va très vite faire ses preuves, Mauro Forghieri. Io ho avuto la fortuna di progettare nella mia vita di tutto, con l'aiuto ovviamente di tanti tecnici alla Ferrari. Non ero solo io, c'era un capo dell'ufficio tecnico che era Rocchi, responsabile principalmente dei motori. Poi avevamo Salvarani che era responsabile dei cambi. Io ho avuto vicino a me i migliori progettisti italiani. Ho avuto la fortuna di avere come maestro Jano. Jano è stato con me fino al 63, all'inizio del 64, e mi ha insegnato molto. Longtemps, Ferrari s'était obstiné presque seul à participer en même temps aux championnats de Formule 1 et d'endurance. Il faut reconnaître que les héroïques duels du petit pousset de Maranello contre le grand méchant Lou Ford aux 24 heures du Mans dans les années 60 avaient aussi beaucoup contribué à l'édification de la légende Ferrari. Mais ils eurent également et malheureusement pour effet d'épuiser les ressources de la Scuderia, à laquelle les revenus de l'usine de production de luxueuses voitures de sport, spécifiquement créées par Ferrari pour financer la course, ne suffisaient plus. Or,
À partir de la fin des années 60, la publicité et le sponsoring, jusque-là interdits, font leur entrée en scène dans le sport automobile. Une aubaine, a priori, pour une écurie aussi coûteuse que celle de Ferrari, lequel, vu son immense prestige, se trouve évidemment le mieux placé pour recueillir une manne que les grandes compagnies de tabac et d'alcool se disputent l'espoir de lui attribuer. Pourtant, face à ce phénomène nouveau, qui tombe en principe à pic, Ferrari, comme son Cavallino, se cabre au lieu de tendre la main. Il se refuse carrément à troquer l'immuable robe rouge de ses pur sang pour la livrer, même rutilante, sonnante et trébuchante, d'un paquet de cigarettes. Son idée, c'est de vendre son usine de production contre la garantie que l'acquéreur fournira à l'écurie de course, dont il gardera personnellement le contrôle, le budget dont elle aura besoin pour se maintenir au sommet. Machiavélique, Ferrari mène alors des pourparlers avec Ford. Ayant ainsi assuré ses arrières, Ferrari reste seul maître à bord des destinées de son équipe. Una Repubblica non funziona in una squadra di Formula 1, non può funzionare. Ci vuole un capo con del carisma, con molta determinazione. È meglio fare delle decisioni sbagliate che non avere decisioni. Avec ses pilotes, Ferrari eut des relations toujours ambiguës et souvent difficiles. Les mauvaises langues affirment que les seuls avec lesquels il se sépara en bons termes furent ceux qui trouvèrent la mort au volant de ses voitures. C'est évidemment très exagéré, mais pas complètement faux non plus. En tout cas, Ferrari se résigna toujours très mal à ce que la notoriété de ses pilotes fasse de l'ombre à la gloire de son écurie. En outre, il ne supporta pas d'être mis en cause par l'opinion publique de son pays après l'accident qui coûta la vie à l'infortuné Lorenzo Bandini en 1967 et il répugna dès lors à enrôler des Italiens, quitte à subir les attaques d'une presse nationaliste qui lui reprocha son attitude avec virulence. Le martyrologue des pilotes de la Scuderia est certes impressionnant, et pourtant les Ferrari, si elles ne furent pas toujours les meilleures, ont gagné la réputation, d'ailleurs méritée, d'être parmi les plus sûrs et les mieux préparés des Formule 1. De 1950 à 1990, en près de 500 Grands Prix, 5 pilotes ont trouvé la mort au volant d'une Ferrari Formule 1, ce qui, statistiquement parlant, n'a rien d'extraordinaire pour l'époque. Il serait donc tout à fait injuste de faire le moindre procès à ce sujet. Reste l'accusation de despotisme et de machiavélisme. Sure, we had some difficulties working sometimes because he, with his emotional way, made maybe wrong decisions. And me, with my straightforward approach, upset him sometimes. But I think the result really proved that our cooperation was good because I could have won 3 championships with him in 4 years. Okay, one I didn't win, he says because of Fuji, I said because of the accident. He could be particularly devilish at times when he was frustrated and when he needed to show that he had ultimate power over all things that involved us. It drove him crazy to have a driver criticize his machine. He could not understand that it was a sport that idolized human beings and admired machines and people that made them. But that wasn't enough for Ferrari. He wanted the whole shot. Il rapporto macchina e pilota è molto semplice. Io ho sempre pensato che potesse essere fissato in una percentuale media del 50% al merito al pilota, il 50% merito al costruttore, alla macchina. Ora stiamo vivendo un periodo nel quale intravediamo uno spostamento di questa percentuale di merito alla macchina con le nuove costruzioni. Ferrari en vint aussi petit à petit à accorder sa confiance à des techniciens étrangers.
Il portait pourtant son drapeau en bandoulière, mais se résolut à tirer les conséquences de la position dominante des Britanniques en matière de châssis ou encore de la qualité des aérodynamiciens français. Car la seule chose qui le motivait, au fond, c'était la course. Au soir de sa vie, il n'hésita d'ailleurs pas à scandaliser l'Italie tout entière en confiant la responsabilité technique suprême à un ingénieur, John Barnard, qui refusa de s'installer à Maranello et exigea qu'on lui construise à grands frais un atelier en Angleterre. Passant une fois de plus outre aux critiques, Ferrari accepta, même s'il se sentit humilié. Car pour lui, la victoire de la Scuderia passait avant tout. Le sconfitte per lui erano un'iniezione di vitamina per continuare a combattere. Era molto più giovane di tanti giovani che aveva di fianco. L'unico aspetto che aveva era che si fidava troppo della sua sensibilità e spesso si sbagliava sul conto degli uomini. Gli errori che ha fatto Ferrari sono sempre stati di carattere umano. La seule passion de Ferrari, en vérité, ce fut l'automobile. Jusqu'à son dernier souffle, à 90 ans, il n'a pensé qu'à elle et à la plus fascinante de ses incarnations, la voiture de course, à laquelle il contribua plus que tout autre à donner ses lettres de noblesse et à édifier sa légende. La macchina da corsa per me è come un figlio. Quando lei pensa che il figlio rappresenta la continuità di noi stessi, lei lo porta a scuola, il giorno che riesce negli studi che è il primo della classe, lei è orgoglioso del proprio figlio, capita quello che per un costruttore realizza trasformando una materia informe dei forgiati in una meccanica vivente, in una armonia di suoni. Lorsqu'Enzo Ferrari a quitté ce monde, un jour de l'été 88, il était déjà depuis longtemps entré de son vivant dans la légende. Une légende de bruit et de fureur, de gloire et d'intrigue, de passion et de drame, peinte en rouge sang comme ses voitures et écrite avec le concours de grands champions dont le plus beau titre de gloire, quoi qu'il advint de leur carrière, fut d'avoir un jour défendu les couleurs de la Scuderia. Certes, un homme comme Ferrari ne se remplace pas. Il a pourtant des successeurs qui font de leur mieux pour sauvegarder le patrimoine unique légué par cet homme à son pays et au sport automobile et pour maintenir le mythe vivant. Une tâche dont l'ambition est à la mesure de celui qui a écrit « Je confie un héritage très simple à ceux qui viennent me trouver. Garder vivante la volonté de progrès qui a marqué le passé, même au prix du sacrifice des plus nobles vies humaines. » Progresser et vaincre, tel fut le credo d'Enzo Ferrari.